vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture, de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement, et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un 4x4 dans le désert, un vaisseau japonais, une Torino dans les quartiers et un taxi vers la City. Tout à l'heure, nous parlerons de musique avec les nouveaux disques de Hamza et de The No Twist, mais pour l'heure, c'est cinéma. Dans la critique, je suis avec Philippe Azouri en plateau. Il est rédacteur en chef culture chez Vanity Fair et en ligne avec Charlotte Garçon, rédactrice en chef des Cahiers du cinéma. Au programme du cinéma sur petit écran, toujours. Tout à l'heure, The Nest, mais tout de suite, c'est Abou Leila. لطفي وين راك يا الرب؟ هبط للسود. تما روح للصحراء مع هذاك المريض. هلا وش لقيت باش نقضي؟ ريح شويه مخك. ريح كي نشوفو مسلسل. شفتو غير كيما تحوص على هذا. علاش تشحن عليه هكا؟ على بالي بلي ماكش كرهت نشوفك تلعب فيها. وش بيك هبلت؟ الله قيا بسيكاتري. Amine Sidi Boumedienne est algérien. Abou Leila est son premier long métrage, un film de plus de 2 heures qui se passe dans l'Algérie de la décennie noire, au milieu des années 90. Pas facile de le résumer, ce film étrange, tout en rupture. Disons qu'au départ, il y a un couple, 2 hommes, dont on ne comprend pas bien ce qui les unit. Ils paraissent en fuite dans le désert. Ils sont en fait à la recherche d'Abou Leila, un terroriste dont l'identité, voire l'existence, est douteuse. L'un paraît s'occuper de l'autre, malade, drogué, un personnage étrange qui s'endort tout le temps et dont la somnolence semble dicter son régime au film. Philippe Azouri, qu'est-ce que vous faites d'Abou Leila ? Ce que vous faites en général. Ouais, non, en général, non. Ce que je fais d'Abou Leila, c'est un film qui m'a perdu. Mais je voudrais pas du tout, quand je dis ça, qu'on prenne ça pour une critique négative ou un reproche. C'est un film dans lequel je me suis beaucoup plu à me perdre. Effectivement, ça commence comme un polar, une sorte de plan séquence comme ça, très étrange, très violent, ça bastonne, enfin ça tire. Je pensais j'avais pris aucune information sur le film, ce que je fais souvent quand désormais je vois des films en lien, parce que je l'avais raté lorsqu'il était passé à la semaine de la critique, la toute dernière semaine de la critique physique à Cannes en 2019. C'est un film qui est sorti en salle brièvement entre les confinements. Voilà. Durant l'été, qui est passé un peu entre les gouttes, et moi je suis passé un peu à côté, hélas. Et je le regrette parce que c'est un film que j'aimerais aujourd'hui revoir en salle. Ça, je pense qu'il faut le préciser, mais bon, le format DVD quand même permet de l'apprécier pleinement. Et donc ce film dans lequel je ne savais rien, j'en vois cette ouverture en plan séquence qui est assez extraordinaire dans un genre polar, mais vraiment on se dit tiens, ce jeune mec, là, Amine Sidi Boumedienne, il y a une envie de faire du cinéma, peut-être même du cinéma de genre, pourquoi pas, à l'intérieur du cinéma arabe, ça existe assez peu. Et puis nous voilà partis effectivement sur ce road movie dans le désert du Sahara, à partir simplement d'une photo. On cherche un Abou Leila qui donne le titre au film, qu'on n'a réellement jamais vu, dont on se met même à douter de l'existence au fur et à mesure qu'on avance dans le film, et le film prend des chemins complètement délirants. Et je dois avouer que quand je dis que le film m'a perdu, par instant, il y a des régimes dans l'intérieur du film. Le film varie sur les 2h15 de son cheminement. Il se met à changer d'humeur ou à changer de forme. Parfois, il me laisse totalement sur le côté, mais il ne me lâche jamais totalement. Et parfois, il m'a complètement, par contre, avalé, comme le désert peut vous avaler. Et je pense qu'il y a là, enfin vraiment, à la fin de ce voyage-là, un réel enthousiasme devant un cinéma algérien qui n'arrête pas de se régénérer. Je veux dire, si on prend Tariq Teglia, qui a déjà
4 films derrière lui, disons plus d'une douzaine d'années de pratique de long métrage, mais Karim Massaoui ou Hassan Ferroni. Enfin là, on commence à voir vraiment une constitution d'une nouvelle cinématographie algérienne qui est très différente. Chacun des cinéastes amène quelque chose, mais qui arrive à travailler. Et je pense que j'ai repris un peu des papiers, Mathieu Macheret dans Le Monde, qui parlait d'un néo-symbolisme arabe en reliant Amin Sidi Boumedienne à Hassan Salab, par exemple, au Liban. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'utilisation de l'allégorie, ou du symbole, mais pas comme moyen, pas comme fin. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Charlotte Garçon, votre premier regard sur Abou Leila? Oui, vous avez raison, il y a une recherche de sortir d'une sorte d'historicisme, enfin de réalisme social de la chronique des années de plomb, parce qu'elle a beaucoup inspiré quand même le cinéma algérien de ces 20 dernières années, jusqu'à récemment Papicha de Mounia Medour, par exemple. Donc dans beaucoup de démarches cinématographiques, il y a cette réalité qui a traumatisé tout le monde, dont Amin Sidi Boumedienne, qui était encore adolescent, mais évidemment que grandir dans une Algérie où il y a des massacres tout le temps, c'est presque 200 000 morts quand même cette décennie, c'est évidemment pas rien. Et je pense que ça inspire aussi le rapport au hors-champ du film, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas directement, qui est donc hors cadre, mais qui fait pression très 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 fortement, comme une violence qui est juste là au bord, à la frontière. C'est vrai que le trip les amène, le road trip les amène à la frontière, quasiment à la frontière libyenne. Enfin, on va très très loin. On voit très très bien que la quête, l'histoire de la photo, de chercher ce terroriste, la quête se transforme en une sorte de fuite ou de dérive, enfin qu'il s'agit d'aller autre part que simplement d'atteindre quelqu'un ou quelque chose ou une vengeance, mais qu'il s'agit d'autre chose. Alors moi, c'est là où le film me pose un petit peu problème, justement. C'est-à-dire que vous citiez un critique qui parlait de néo-symbolisme. C'est ce qui me pose problème au cinéma, c'est-à-dire que je trouve louable et ambitieux de vouloir sortir d'une simple chronique de ces années, qui a beaucoup été faite, mais ce rapport, cette espèce d'injonction à l'imaginaire, d'injonction à faire une sorte de film-cerveau, à aller puiser dans l'imaginaire du genre, des contes, peut-être de la bande dessinée, du western, de l'horreur, etc., à mon avis, essentialise beaucoup les choses. C'est-à-dire essentialise le désert, la folie, la violence, peut-être la virilité, parce que ce qu'on n'a pas dit dans ce rapport entre ces deux hommes, dont l'un joué par un acteur et cinéaste qu'on connaît pas mal en France, Lies Salem, c'est qu'il y a un rapport aussi entre l'un qui est très viril, qui a une espèce qui est caricaturalement viril, protecteur, envers son ami qui est montré comme très fragile, très abîmé par un traumatisme lié au terrorisme. Voilà. Et donc, tout le film réfléchit aussi sur ce rapport entre la violence, la virilité et comment on s'en sort ou pas les deux, comment s'en sortent ou non les deux personnages. Mais ce qui me déplaît malgré tout, je dois dire, c'est que je pense que c'est une façon d'évacuer l'histoire, d'essayer d'en sortir. De trouver une intensité formelle, voire formaliste très forte, sans comprendre que le cinéma, c'est aussi la chance, à mon avis, de faire avec ce réalisme, avec cette réalité, et de ne pas choisir entre un cinéma de la subjectivité, de la psyché, de l'imaginaire, et une extériorité pure qui serait l'histoire, le collectif, le documentaire. Il me semble que là, il prend une voie justement du trip très accentué par le travail sur la musique, Godspeed et autres, du rock progressif. Je vois cette voie, mais je trouve un petit peu dommage qu'elle laisse l'extériorité, l'aspect documentaire et l'aspect historique complètement au dehors. Je vais vous redonner la parole, Philippe, mais peut-être pour décrire un peu pour des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a par exemple une scène qui est assez emblématique de cette stratégie presque d'évitement dont parlait Charlotte Garçon, en tout cas de travail sur leur champ, dans leur trip, donc dans leur road trip. Ils s'arrêtent à un moment donné parce qu'il y a un accident sur un bord de route. On comprend qu'il y a un enfant qui est coincé dans une voiture et on ne sait pas dans quel état est cet enfant, mais la caméra se décale pour suivre la conversation entre le héros et un policier qui passe par là. Et l'accident, donc ce qui est le plus dramatique et le plus angoissant pour le spectateur, reste complètement en hors-champ. On entend des bruits, on comprend que l'enfant, ça se passe pas bien pour lui, mais ça reste complètement en hors-champ. Et ça, c'est très étonnant, ce type de séquence, et assez emblématique, en effet, d'une sorte de stratégie d'évitement de la violence
pour la retrouver de manière tout le temps symbolique, avec des animaux. Bon, on va pas tout révéler, mais il y a beaucoup de chèvres, il y a un fauve. Voilà, c'est vrai que c'est assez singulier. Philippe Azouri. J'entends ce que dit d'abord Lucille et ce que dit Charlotte Garçon, parce que moi aussi, je suis comme Charlotte, je suis plutôt tendance à croire, je suis de cette école qui pense que le cinéma est d'essence réaliste, et j'ai pas toujours un goût très très appuyé pour l'allégorie en général. Ce qui m'intéresse, c'est justement dans la liste qu'on donnait de jeunes cinéastes algériens, mais on rajoutait par exemple Hassan Salab en libanais, mais qui est quelqu'un qui est aussi totalement ancré dans la réalité libanaise et qui amène par moments plus, lui, c'est plus du fantomatique, mais il y a quand même une allégorie, comme je disais, non pas comme moyen et non pas comme fin, c'est-à-dire l'idée c'est pas que le cinéma devienne allégorique, mais c'est qu'à un moment on ne peut passer que par l'allégorie. Et l'allégorie, c'est-à-dire ici quand même essentiellement le délire paranoïaque. Et je pense que c'est lié, c'est pour ça que l'idée de ramener Hassan Salab qui est libanais, c'est lié je pense à un contexte de guerre civile. Je pense qu'il y a un moment où l'ennemi est partout et c'est assez sensible dans Abou Leïla, c'est-à-dire qu'on a un régime général de signes qui est de plus en plus appauvri. On va vers le désertique, on va vers du minéral, on va vers très peu de sons, de moins en moins de personnages, de moins en moins même d'habitations. La caméra essaye d'habiter ça, des fois avec des choses très très surprenantes. Il y a des points de vue comme ça, on ne sait pas d'où ils sortent, comme une scène où l'un des deux personnages, le plus faible des deux, qui n'est jamais nommé, Slimane, se met à vomir. Mais filmé d'une façon telle qu'on pense qu'on a inventé une nouvelle façon de vomir, enfin on pourrait dire, voilà. Mais je pense que voilà, on est dans quelque chose où à la fois le cinéma devient de plus en plus minéral, minimal, essentialiste peut-être, effectivement, Charlotte, il y a de ça. Et plus il y a de minéralité, enfin moins il y a d'éléments, plus il y a de paranoïa, plus il y a d'hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives. C'est-à-dire comment on fait monter le peu que l'on a conservé à l'intérieur d'un système totalement paranoïaque, qui est celui, j'imagine, des gens qui vivent ou qui subissent la guerre civile, c'est-à-dire l'ennemi est le voisin, l'ennemi est partout, l'ennemi est à l'intérieur. Mais ceci dit, l'allégorie, ça peut aussi être le signe tout puissant, le signe vers la référence. Enfin, vous avez parlé du film de genre, il y a quand même beaucoup de références. L'allégorie, c'est aussi la parabole, puisque le mythe d'Isaac, d'Abraham sacrifiant son fils Isaac est partout. Tout ça peut avoir un côté, moi j'aime beaucoup le film, peut avoir un côté un peu agaçant, j'imagine. Charlotte Garçon. Disons assez ogresque. Oui. C'est-à-dire qu'il mange, c'est un très de rouleau compresseur qui mange toutes ces références nietzschéennes et autres, et de genre aussi, qui mange également alors des références qui m'intéressent un peu plus, notamment un documentaire qu'on a un petit peu oublié, mais qui était sorti en France, qui s'appelle Aliénation au pluriel de Malek Bensmaïn, qui doit dater de 2003 ou 2004, et qui était tourné dans un hôpital psychiatrique, je crois que c'était à Constantine, et où on comprenait qu'il était en train de filmer, en filmant les fous, il filmait véritablement la folie d'un pays qui s'était emparé de tout un pays. Et je pense que ce film se souvient aussi de cela, de ce documentaire, et donc pas seulement de choses beaucoup plus symbolisantes, mais on pense aussi à Dead Man de Jim Jarmusch, par exemple. Enfin voilà, c'est sans fin. C'est presque dit Charlotte à la fin. Je pense l'un des derniers personnages que l'on croise sur la route dit ce pays est devenu un asile de fous à ciel ouvert. Oui, oui. Mais c'est important que vous rappeliez qu'on passe cet accident et qu'on laisse un petit peu dans le travail qui est fait beaucoup au Steadicam, dans des longs plans, séquences très très bien, très très virtuose. On laisse effectivement sur le bord de la route cet enfant accidenté qui, dans n'importe quel film un peu lambda, serait psychologisé. Enfin, dans la dramaturgie, bien sûr, on s'occuperait du sort de l'enfant, ce serait très tire-larme. Sans doute parce que le film, quand même, montre aussi deux personnages qui ont deux facettes assez enfantines, quand même, d'une masculinité très très mise à mal, très caricaturée dans cette société, parce que ce qui caricature cette masculinité, ce sont les barbus, ce sont les terroristes, et donc on a un grand type bronzé en blouson de cuir, mais qui joue à l'homme, enfin qui joue au grand frère. Vraiment un type de film noir, lui, qui est vraiment un type de flic. D'ailleurs, il y a un moment donné, il rentre dans un bar et le propriétaire du bar est absolument persuadé, insiste absolument qu'il est flic. Et nous aussi, enfin, ça nous paraît assez évident. Il fait flic, et un autre qui dort tout le temps, qui comme un enfant, qui s'endormirait tout le temps en voiture, et qui est lui-même allégorique de cette société, dont on a l'impression qu'elle se réveille tout le temps traumatisée, et en même temps qu'elle replonge dans une sorte d'oubli délibéré, puisque au niveau étatique, il y a eu quand même cette loi d'amnistie qui a fait qu'on n'arrive jamais à vraiment solder les comptes de toute cette période. Donc
ça marche, je veux dire, ça fonctionne du point de vue rationnel, toute cette construction est tout à fait virtuose. C'est simplement que moi je pense effectivement que le réalisme social n'est pas une bêtise toujours au cinéma et qu'il apporte quelque chose d'escorie, disons, d'escorie qu'on ne trouve pas forcément dans ce film-ci, qui est extrêmement maîtrisé, comme une sorte de pâte, y compris chromatique, parce qu'on n'a pas parlé des couleurs, mais on va vers le bleu, un bleu qui n'est pas du tout ce qu'on attendrait, alors qu'il y a beaucoup de sang. On va à la fois vers le sang et vers le bleu. Mais sans vouloir vous interrompre, Charlotte, moi j'ai l'impression que Amine Sidi Boumedienne cherche à peut-être par trop de moyens. Je pense que le film pêche à un moment à cet endroit, que chaque séquence est quasiment un essai de forme ou une tentative ou un prototype, mais il essaye de donner des réponses à ce qui a été l'incertitude historique des années 90. On est censé se passer en 94 dans le film, en Algérie, et surtout à la suite de l'incertitude historique, un sentiment collectif littéralement introuvable, en tout cas d'une chaîne qui n'arrive pas à se constituer, que le film va essayer de station en station, et sans jamais y arriver, et plus il va, plus il s'enfonce dans la solitude, et plus il s'enfonce dans la paranoïa, et plus il s'enfonce dans une sorte de folie. Mais il y a un contraste entre, de toute façon, tous ces films qui sont des films sur la folie et qui sont en même temps extrêmement maîtrisés, extrêmement virtuoses d'un point de vue de la forme, posent toujours, je trouve, une question éthique de point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en surplomb ? Comment on travaille les personnages ? Est-ce que ce personnage de fou, il est une marionnette ? Et du coup, la question morale se pose vraiment, je trouve, à cet endroit-là. La folie contrôlée, oui. Charlotte Garçon, un dernier mot ? Moi, je ne sais pas si la question morale se pose quand on représente les fous. Moi, je trouve que c'est plutôt la question d'une sorte d'enfermement solipsiste de la forme. La folie nous enferme dans une psyché qui subjectivise tout, donc qui est riche du point de vue imaginaire, mais est-elle si riche que cela ? C'est-à-dire que elle enferme aussi la forme cinématographique. Voilà, moi, c'est plus ce problème-là, mais on peut quand même reconnaître l'ambition assez dévoratrice de ce cinéaste et avoir envie de voir ce qu'il fera. Il est vraiment impressionnant, ce film, de toute façon. Abou Leila d'Amine Sidi Boumedienne, il est sorti en DVD chez UFO Distribution. France Culture, la critique, Lucille Como. Alors loin, très très loin d'Abou Leila, à tout point de vue, il y a The Nest, traduction Le Nid, un film qui sort directement sur Canal+, sans passer par la case des salles de cinéma. Il a été projeté, ce film, au Festival du film américain de Deauville, où il a remporté le Grand Prix et le prix de la critique internationale. Sean Durkin y campe un couple qui vit apparemment bien dans une banlieue riche des États-Unis dans les années 80. Couple interprété par Jude Law pour lui et Carrie Coon pour elle. Il lui propose de déménager, enfant compris, en Angleterre, son pays natal, pour y faire des affaires et gagner toujours plus d'argent. Ni une ni deux, les voilà qui s'installent dans un manoir typiquement anglais, boiserie et tapisserie incluses, et nécessairement, ça ne se passe pas très bien. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. Things are dried up here for me. There's an opportunity. Where? London. This will be our fourth move in 10 Turn years. it backwards. But money's fine, right? Yeah. Right? Yeah. This is a fresh start. How about this? Something doesn't feel right. It's not your job to worry. You leave that to your husband. It scares me that you actually think that. The Nest, Sean Durkin, chère Charlotte Garçon, je crois que vous aviez vu le film à Deauville, ou en tout cas vous l'avez vu sur grand écran, me semble-t-il. Ah non, je l'ai pas vu sur grand écran, alors mais my mistake. Il a effectivement ça n'existe plus. Il a toutes les apparences du film destiné au grand écran, donc on peut lui en faire crédit. C'est vrai. Et en même temps, pour quelqu'un comme moi qui ne regarde pas tellement la télévision, voire pas du tout la télévision, j'étais assez contente de voir elle fait quand même travailler beaucoup d'acteurs qu'on retrouve ici, là, dont j'ai cherché du coup. Alors Jude Law, je le connaissais du cinéma, mais il est quand même passé assez longuement ces dernières années par la télévision. Et puis Carrie Coon, que je ne connaissais pas et dont je pense que vous, dévorateurs de séries, la connaissez
connaissiez très bien. Et même Anne Reid, dans un second rôle, qui donne sa meilleure scène, à mon avis, au film, un échange entre Jude Law et sa mère, vient aussi de la télévision. Donc, hommage à la télévision. Oui, pour autant, ce film était totalement un film qui était, je crois, censé sortir au cinéma. C'est un film Sundance, et dont la sortie cinéma. était prévue, d'ailleurs, je crois, au mois de novembre. Elle a été décalée, elle a été annulée par la pandémie. On voit bien ce que le cinéma peut rechercher dans l'importance du décor de ce film, puisque le nid en question, c'est quand même un très très grand nid, il faut le dire. C'est une sorte de manoir dans le Surrey, dont les personnages disent que c'est une ferme. Mais enfin, c'est une ferme. C'est une version Downton Abbey, quoi, version très chic. Au début, j'avoue que j'ai vraiment douté de l'intérêt de ce film. On se dit quand est-ce que ça va se gâter pour ce couple si riche, une famille parfaite. On se dit tout est une sorte de ce qu'on dit un setup en anglais pour que le moment où les choses vont se gâter. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se gâte du point de vue dramaturgique. On sent qu'il y a une petite déconstruction du récit parce qu'elle ne se gâte pas suffisamment tôt. Et donc, on est un peu mis sur les nerfs par rapport à ça, alors qu'on tout est préparé par de lents zoom arrière de la façade de la maison ou de la maison vue du jardin, plus exactement. Et on se dit, quelque chose est en train de l'ordre peut-être même de l'horreur ou du fantastique est en train d'être construit, mais évidemment, ce sont des fausses pistes et on pourrait lui reprocher ce travail de manipulation du spectateur. Moi, j'ai plutôt aimé que finalement, on reste dans cette atmosphère bourgeoise, presque bergmanienne de confrontation du couple, plutôt que d'aller vers le fantastique, la vraie inquiétude. Donc le film se replie sur une confrontation entre le mari anglais qui a fait revenir toute sa famille américaine en Angleterre où il a grandi mais dont il est parti pour devenir trader sous le reaganisme américain, et l'épouse américaine qui elle a suivi mais un petit peu à contre-cœur. Et c'est plutôt ce rapport de pouvoir dans le couple entre les sexes et selon les deux cultures quand même très différentes et les deux accents différents qui m'a intéressée. Il y a beaucoup de pistes en effet qui peuvent décevoir, c'est-à-dire que par exemple la forme qui est quand même assez classique du film de ruine, donc de déchéance, disons sociale et morale, ne tient pas complètement ses promesses parce que ça ne va en effet jamais très 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 mal. Donc on attend ça, c'est assez surprenant. Et de la même manière, je trouve étonnante la manière dont est traitée l'époque, c'est-à-dire que c'est un film qui se place dans une période passée, les années 80, le capitalisme, disons, éclatant de la City et de New York à ce moment-là. Et pour autant, de la même manière, il n'en fait pas grand-chose à part les permanentes de Carrie Coon et ses tenues. Il y a très peu de choses. Voilà. Mais tant mieux, non Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle peut fumer au restaurant. Oui. Voilà ce qu'on voit. Elle peut aller au restaurant déjà. Elle peut aller au restaurant. Oui. Mais à part ça, il y a justement, c'est ça qui est surprenant, c'est une forme de sobriété. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la sobriété en voyant la maison. On se dit, oulala, ça va être vraiment un film de décor. Et finalement, il laisse... comme une sorte de peau de mue, il laisse tout ça pour aller vers quelque chose de très ténu entre les deux personnages, les deux personnages du couple. On pourrait partir de Cary Grant et John Fontaine dans Soupçon, d'Alfred Hitchcock, et puis on arrive vers Match Point, et puis finalement on se défait aussi de tout ça. Philippe Azouri. Non, c'est marrant que Charlotte parle de Match Point, parce que c'est pareil sur l'espèce de duel d'accent entre l'accent anglais et l'accent américain, c'est immédiatement à Match Point de Woody Allen que j'ai repensé. Moi, c'est un film, je retrouve beaucoup des sensations que vous avez pu avoir toutes les deux, Lucille ou Charlotte. C'est un film qui à la fois m'a plu, enfin en tout cas maintenu dans un certain confort, et envers lequel je suis quand même en droit de demander un tout petit peu plus que ce qu'il fait. Et c'est vrai que l'une des grandes surprises du film, agréable ou pas, j'en savais encore rien avant de venir, et je pense de plus en plus quand même que c'est en partie la matière même de son charme, c'est qu'au bout de 35 ou 40 minutes de film, je ne savais toujours pas vers quoi il voulait m'emmener. Une fois de plus, je n'avais rien lu, je m'étais arrivé vierge de tout, Sainte Marie, et je ne voyais pas du tout, mais vers quoi Shondarkine voulait, ce qu'il voulait raconter même. J'étais vraiment complètement perdu, et je m'attachais à des toutes petites choses, notamment un insigne simplement de tiens,
je ne savais pas que ça se passait dans les années 80, je ne le voyais pas. Je pensais on était plus vers 2008, Oui. à cause de, je ne sais pas pourquoi, je pensais Oui, la crise, les actifs, ce qu'on appelait les crise des actifs traders, pourris. ouais. Qui ont... Mais Ouais, enfin, tout à il n'y a fait. aucun Oui, téléphone portable. Mais oui, mais je sais pas. Voilà, on pense pas à tout. quand On on est est chez perturbé, soi, Charlotte, quand on est dans ce confort chez soi, justement. Et c'est un morceau de Psychedelic First que la jeune fille, très très bonne actrice d'ailleurs, dont j'ai pas le nom, mais qui joue la. Ouna Roche, oui. Voilà, elle est vraiment très très bien. Écoute, il y a un poster des Cure, on se dit tiens, on est en 84, 85, donc manifestement, toute la bande son qui va arriver abonde là-dedans. Chez les parents, c'est un peu plus du jazz, il y a Coltrane, il y a un morceau de Duke Ellington qui est le même que l'on entend dans la mini-série de Martin Scorsese sur Fran Lebowitz. On se dit tiens, c'est les mêmes morceaux qu'on voit d'une chaîne à l'autre, d'une semaine à l'autre. On est vraiment sur une bande son de plus en plus limitée, mais c'est pas mal. C'est le confinement. Oui, c'est la tapisserie musicale de notre époque. Mais ce qui m'a finalement, ce qui a fini par me gêner, et qui ne m'avait pas gêné dans le premier film de Sean Durkin, qui est un plutôt très jeune réalisateur, mais qui n'avait pas tourné quasiment depuis 8 ou 9 ans, parce que je pense que Martha, Marcy, May and Marlene, son premier film, avait été présenté à Cannes en 2011, ça va donc faire 10 ans. Il était alors très très jeune, il doit avoir 30 ans, il doit avoir aujourd'hui à peine la quarantaine. Ce qui m'a perdu dans cette façon finalement assez charmante, effectivement, d'amener quelque chose qui ne va jamais réellement commencer, c'est qu'au final, je ne sais pas qui regarde ou qui raconte cette histoire. Et c'est rare que je m'y attache à ce point dans un film, et je pense que là, il me manque un point de vue. Il me manque réellement une incarnation du point de vue. Charlotte Garçon, dernier mot. Oui, il me semble quand même, c'est vrai, le point de vue, il y a des fausses pistes, voilà, de quelqu'un qui serait en train de regarder, mais je pense que c'est cette déstabilisation même qui fait quand même le cœur du film, à savoir Jude Law, dont le personnage est cet Anglais middle class qui a eu une enfance très difficile et qui joue dont le métier est de passer pour riche, au fond. Et je trouve que c'est assez bien rendu dans l'ensemble du film, ce qui est une banalité, au fond. Dans la mesure, mais à travers justement ce couple entre un Anglais et une Américaine, parce que elle ne suit pas le programme qu'on pourrait dire du female gothic, du film c'est une tradition du film hollywoodien où la femme épouse une espèce de prince charmant, mais en fait il est horrible, c'est un homme qui va la séquestrer et elle est dans cette maison. Mais comme elle, c'est une vraie Américaine de New York, elle a une espèce de ce qu'on appelle agency en anglais, et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas prendre dans les raies de ce piège-là. C'est jamais une victime. Et je trouve que voilà, dans les rapports de force qui sont élaborés, y compris avec le personnage de la fille adolescente dont vous parliez, Philippe, se crée un équilibre homme-femme et une espèce de mise en tension qui est quand même très réussie. Non, moi je pense que c'est ce que je disais, c'est que ce qu'on croit être ses faiblesses apparaissent réellement comme ses charmes au bout du compte. The Nest de Sean Durkin est d'ores et déjà disponible sur Canal+. Merci beaucoup à vous, Charlotte Garçon, Philippe Azouri. Je vous garde, puisqu'après le journal, on parle de musique avec Olivier Lam, au programme Hamza, The No Twist et des hommages à Sophie et à Chick Corea.